en moyenne sur 4,5 réseaux sociaux. Alors, vous embêtez pas à trop prendre en note ce qu'il y a là, parce que de toute façon, je vous l'enverrai, ou les Folies Web vous l'enverront, donc vous pourrez récupérer le support. Donc aujourd'hui, un internaute est inscrit en moyenne sur 4,5 réseaux sociaux. Là, je vois des gros yeux, c'est normal. Alors, il faut savoir que cette stat aussi, elle prend en compte les plus jeunes qui sont ultra connectés sur beaucoup de réseaux sociaux différents. Ça, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est un débat, mais c'est pas à l'ordre du jour et on y reviendra peut-être une prochaine fois. On y consacre en moyenne 1h30 par jour et on passe environ 4h50 sur Internet par jour. Internet, encore en quelques chiffres, il faut savoir qu'en France, on a 8 internautes français sur 10 qui se renseignent sur une activité, sur un produit, sur un service, sur une personne. Je vous recommande un restaurant demain, il y a de grandes chances que vous ayez tapé sur Google pour taper le nom du restaurant et voir ce qui ressort. S'il y a des avis positifs, vous y allez sans souci. Si le site est bien fait, que ça donne envie, vous y allez. Si au contraire les avis sont affreux, dans le meilleur des cas, vous allez revenir vers moi. Et dans le pire des cas, vous allez juste aller voir un concurrent. C'est la même chose pour une personne. Quand on parle de LinkedIn, on parle forcément beaucoup de relations entre professionnels. Demain, je vous recommande d'aller voir Thomas Rochard, mon associé, pour qu'il vous fasse un logo. Vous allez peut-être taper son nom. S'il a un profil LinkedIn qui est à jour, qui donne envie, ça va vous donner peut-être envie de le contacter. Au contraire, si il a des avis négatifs, une photo qui est pas du tout à jour, ou bref, un site internet qui est pas du tout à jour aussi, vous allez passer à autre chose et donc aller voir potentiellement un concurrent. Donc c'est ça fonctionne de la même façon que vous recommandiez une personne, un service, un produit. Internet est devenu prédominant dans notre façon de rechercher de l'information sur le web. 80% des Français y accèdent tous les jours, ça là-dessus rien de très neuf. Google est évidemment le premier moteur de recherche. Alors, quand je vais parler de moteur de recherche aujourd'hui, je vais surtout parler de Google, pour la simple et bonne raison que Google, c'est 93, 94, 95% des recherches aujourd'hui sur Internet. Il y en a d'autres qui existent, les plus connus sont Bing et Yahoo. Yahoo et Bing se partagent un peu les miettes, même s'il y en a d'autres. Bing a tendance à grappiller un peu des parts de marché. Je l'explique un peu de cette façon, outre le travail de fond qu'ils font. Quand vous achetez un PC aujourd'hui, c'est Bing qui est paramétré par défaut. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément comment changer de navigateur. Ils ont l'impression de naviguer sur Google, alors qu'en fait, depuis des années, ils sont sur Bing. Quand je dis ça, je pense à ma maman, évidemment, qui est persuadée d'être sur Google. En France, nous avons 53 millions d'internautes. Pourquoi il faut être présent sur Internet? Pourquoi il faut être présent sur LinkedIn? Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est devenu un moyen incontournable de rechercher de l'information sur une société, sur une entreprise, sur une personne, sur un produit. D'accord? On a ce réflexe d'aller chercher de l'information. Alors ce réflexe, on n'a pas tous le même. Il y en a effectivement qui vont avoir le réflexe très rapidement d'aller tout de suite chercher l'info, que vous me parliez d'un dentiste, que vous me parliez d'un produit, une marque de chaussures, d'un restaurant, d'un hôtel, je vais de toute façon aller sur Internet. Et puis il y a ceux qui vont pas forcément tout le temps se fier ou aller chercher de l'information. C'est là où la génération Y, elle entre en jeu. La génération Y, pour faire simple, c'est la génération dont on vous bassine depuis plusieurs années, c'est celle qui a entre 25 et 35 ans, qui a découvert Internet en étant à la maison avec un modem qui crépite. On avait 14 ans, on pouvait pas téléphoner en même temps, on se faisait engueuler par les parents parce qu'on passait trop de temps sur Internet et on avait 10 heures de connexion par mois. Cette génération Y, aujourd'hui, elle a mon âge, elle a 31 ans, ce que je disais, entre 25 et 35 ans à peu près. Et donc forcément, cette génération Y, elle a un pouvoir d'achat maintenant, elle a des postes à responsabilité, elle peut signer des contrats, elle va chercher de l'information. Cette génération Y, quand vous lui posez la question, elle va chercher sur Internet. D'accord? Elle ne s'embête pas forcément à aller appeler le vieil oncle, la vieille tante qui va recommander quelqu'un pour faire ceci, faire cela. Elle va aller droit au but, chercher de l'information. Je ne vous parle pas des générations qui arrivent derrière, les Z, ce qu'on appelle aussi les millennials. Donc tous ceux qui arrivent aujourd'hui, qui sont plus jeunes, qui sont ultra connectés, qui n'ont pas forcément encore de pouvoir d'achat, de poste à responsabilité, mais qui dans 5-10 ans vont être encore plus connectés que cette génération Y. Et donc il va falloir être présent pour répondre à leurs questions et aux recherches qu'ils peuvent effectuer sur le web. On a aussi une prise de conscience de simplifier le web pour le rendre plus accessible. Il y a quelques années, pour, je ne vais pas dire les plus vieux d'entre vous, mais ceux qui sont plus seniors, c'est le terme qu'on emploie, avoir un site internet, avoir une présence en ligne, ça demandait un peu d'investissement. Je voulais avoir un site web pour mon entreprise, il fallait développer un site web 5-10 pages, ça allait me coûter 5, 6, 10 000 euros. C'était un coût important pour une entreprise. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de dépenser autant d'argent pour un site web. Pourquoi? Pour différentes raisons. On n'a plus besoin de dépenser forcément beaucoup d'argent pour être présent sur Internet parce que les réseaux sociaux sont arrivés.
Donc aujourd'hui, vous êtes présent sur Facebook, sur LinkedIn, et c'est gratuit. Tout du moins, vous avez une version gratuite que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez avoir une visibilité sur Internet de façon gratuite. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc forcément, à partir du moment où c'est gratuit, c'est que derrière, il y a un moment où on utilise soit vos données, soit vos informations pour faire de la publicité, mais c'est un autre débat là aussi. L'autre chose qu'on remarque, c'est que même pour créer un site Internet, il y a des professionnels qui ont créé des plateformes pour simplifier la création de sites web. Je vais employer 2 secondes des termes techniques, mais peut-être certains ont entendu parler de WordPress, de Wix, de Jimdo justement, qui est partenaire de cet événement, qui vous permettent de faire des sites Internet de façon beaucoup plus simple. Et donc ces professionnels se sont rendus compte que il fallait accompagner les plus petites entreprises, les indépendants, pour les aider à avoir plus de visibilité. Et ça passe par créer des solutions pour développer un site Internet de façon beaucoup plus simple. Et enfin, les troisièmes acteurs, ce sont les agences web, un peu comme nous, chez Monsieur Lucien. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir absolument les grandes entreprises qui font des millions de chiffres d'affaires et qui sont démarchées par des grosses agences avec beaucoup de personnes et beaucoup de compétences techniques, ont décidé de créer des plus petites structures pour aller à la rencontre justement des plus petites entreprises, des indépendants qui ont aussi besoin d'être présents sur Internet et qui n'ont pas forcément le vocabulaire et qui n'ont pas forcément aussi le même budget, surtout d'ailleurs, que les grosses entreprises pour être présents. Être présent sur Internet, c'est aussi donner une image professionnelle. Alors ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si vous êtes bien présent, si vous êtes actif, vous allez donner une image professionnelle. Par contre, si vous ne répondez pas aux avis négatifs, on le voit souvent pour des restaurants, mais dans le B2B, c'est pareil, sur LinkedIn. C'est-à-dire que si vous avez des avis négatifs qui sont laissés sur votre entreprise, que personne n'y répond, que votre blog n'est pas à jour, que votre site internet il a été fait il y a 10 ans et que les photos elles datent mais que vous vous en fichez un peu, au contraire, ça va nuire à votre image professionnelle et c'est ce qu'on appelle la e-réputation. La e-réputation, c'est la réputation que vous avez sur Internet. Elle va forcément être dégradée si vous ne souhaitez pas entretenir cette image professionnelle. Internet, c'est évidemment pour développer, pour entretenir sa clientèle. Ça, je vous apprends rien de nouveau. Internet, c'est pas uniquement être présent et dire voilà, je suis présent. L'idée, c'est de pouvoir activer certains outils pour pouvoir développer, entretenir une clientèle et si possible, quand on est indépendant, quand on est une TPE, quand on est commerçant, de pouvoir générer de l'activité derrière. Et enfin, Internet, c'est aussi être en veille sur l'actualité et les tendances. Avec le web, c'est formidable. On peut s'informer de plein de choses à l'autre bout du monde, on peut voir plein de choses, que ce soit sur des concurrents, sur notre marché, sur du législatif. On peut avoir accès à beaucoup d'informations. Pour être efficace, il faut aussi savoir un peu s'organiser pour faire de la veille, parce qu'effectivement, il y a tellement un flux continu d'informations qu'on peut aussi vite se noyer dans cette information. Mais l'objectif d'une présence sur Internet, c'est de pouvoir cerner quels sont les acteurs sur mon marché, qu'ils soient concurrents, partenaires, que je vais pouvoir identifier et vers lesquels je vais pouvoir m'orienter pour faire ma veille et être plus performant au quotidien vis-à-vis de mon entreprise en interne, mais aussi vis-à-vis de partenaires, de clients ou de prospects. Quelques chiffres sur Internet, certains ont peut-être déjà vu ces chiffres. Aujourd'hui, dans le monde, en une minute, on a 3,5 millions de recherches sur Google, on a 850 000 connexions sur Facebook, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre, 4 millions de vues de vidéos sur YouTube, on a 41 000 posts qui sont publiés sur Instagram, tout ça en une minute. C'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée sur la dimension énorme que représente aujourd'hui Internet et sur ce qui se passe finalement en une minute. Là, ça fait un quart d'heure que j'ai commencé à parler. Vous vous rendez compte du nombre de connexions qu'il y a eu, du nombre de publications qu'il y a pu y avoir sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram en 15 minutes. Il y a 3 façons d'être présent sur Internet. La première façon, c'est le site Internet, souvent qui est la base de votre identité numérique. Que ça soit personnel d'ailleurs, ou que ça soit pour votre entreprise. D'accord ? Je commence par construire mon site web, et ensuite je vais développer d'autres choses aux alentours pour pouvoir générer du trafic sur mon site et développer ma visibilité. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Ça va être le cœur de notre atelier puisqu'on va parler de LinkedIn qui vont permettre de créer, de fédérer une communauté autour d'intérêts communs et qui vont venir interagir avec moi. Vous pouvez choisir votre réseau social, Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Twitter, ce que vous voulez. Et puis on a le référencement. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est un domaine très technique, mais en gros, vous avez 2 types de référencement. Vous avez le référencement, ce qu'on appelle payant, ce qui est le SEA, le SEA. C'est tout simplement l'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche, l'achat de mots-clés sur Google. Quand vous tapez chaussures de sport, vous avez des premiers résultats qui sortent avec un petit bandeau vert avec marqué annonce. Ça, ce sont des marques qui ont acheté le mot-clé pour être présents à cet endroit
dans les premiers résultats de Google. Quand vous cliquez sur ce petit bandeau vert, ils vont entre guillemets perdre de l'argent. Google va leur prélever le montant de l'enchère qu'ils ont déterminé, qui peut être 5 centimes, 1 euro, 4 euros, 10 euros. Et c'est ça qui fait qu'ils sont positionnés en première page et sur les premiers résultats de Google. L'autre pratique de référencement, c'est le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est comment je peux naturellement augmenter ma visibilité sur les moteurs de recherche. Donc ce sont après les résultats qui s'affichent avec le petit bandeau annonce, ce sont tous les résultats qui arrivent après. Et ça demande évidemment beaucoup de travail technique, beaucoup de liens qui vont rediriger vers votre site web pour améliorer en fait la note que va attribuer Google à votre site internet, mais c'est un autre débat. Les réseaux sociaux, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est quoi finalement l'intérêt d'un réseau social? Si je suis présent sur LinkedIn, l'objectif c'est de créer, de fédérer, je l'ai déjà dit, une communauté autour d'intérêts communs. D'accord? Je veux être présent sur LinkedIn. Pourquoi je veux être présent sur LinkedIn? Parce que j'ai envie de chercher un emploi, parce que j'ai envie de construire mon réseau, parce que j'ai envie de trouver de nouveaux clients. A priori, les personnes que je vais ajouter dans mon réseau vont avoir les mêmes centres d'intérêt. On va avoir un secteur d'activité en commun, on va avoir un métier en commun, on va avoir des choses à partager. Même si la seule chose qu'on partage, ce sont peut-être des personnes qu'on a en commun. Au début, quand on a un profil LinkedIn, les premières personnes qu'on va ajouter, souvent, ça va être sa famille, c'est vrai, ça va être ses amis, c'est vrai, mais ça fait partie aussi d'un réseau. Et rien que le fait d'avoir des personnes en commun, c'est déjà un centre d'intérêt. Après, on verra que sur LinkedIn, il y a deux possibilités pour être présent. Soit on a un profil, ou soit on a une page sur LinkedIn. Ce sont deux choses différentes. La présence sur les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, l'objectif, c'est de gagner en visibilité. Et c'est un nouvel outil qui va vous permettre de toucher des partenaires, des clients et des prospects. D'accord? L'objectif d'un réseau social comme LinkedIn, c'est pas juste de communiquer pour avoir de la visibilité, pour montrer qu'on est actif, c'est aussi essayer de mettre en place une stratégie. Alors quand j'emploie le mot stratégie, souvent on me regarde avec des gros yeux, il va y aller mollo monsieur Lucien, parce que moi la stratégie, je suis tout seul dans ma boîte, où on est une TPE quand on parle de stratégie, ça me fait plutôt peur. Mais l'idée c'est juste de mettre en place des actions et de mesurer ce qui fonctionne pour pouvoir réitérer ensuite et essayer de gagner en visibilité pour développer son activité. Les réseaux sociaux, ça vous oblige aussi à faire de la veille. Vous êtes présent sur LinkedIn, vous êtes présent sur Facebook, ce que vous voulez. Quand vous avez un profil, lorsque vous êtes actif, vous allez entrer en réseau avec des partenaires, entrer en réseau avec des collègues, peut-être aussi avec des concurrents. Vous allez vous abonner à la page de concurrents, à la page peut-être de magazines qui sont importants dans votre secteur. Ce qui fait que dès que vous rentrez dans le réseau de quelqu'un qui vous paraît intéressant ou dès que vous vous abonnez à l'actu de quelqu'un qui vous paraît intéressant, vous allez faire de la veille. Dès qu'il va publier quelque chose, vous allez être informé du contenu qui va être publié et ça vous permet de nourrir votre réflexion, d'améliorer peut-être vos services, d'améliorer peut-être vos produits, de peut-être partager cette information en interne au sein de vos équipes, de partager cette information à des partenaires, à des clients. Et quand vous partagez cette information à des partenaires et des clients et que cette information elle est pertinente, et bien sûr vous gagnez en crédibilité. Les réseaux sociaux aussi, ça vous permet de garder la main sur votre identité numérique. D'accord ? En France, on est assez fort pour laisser des avis, surtout quand on est mécontent. J'ai été mal reçu dans un restaurant hier soir, j'ai envie de le faire savoir, je vais aller leur dire sur leur page Facebook. C'est pareil par exemple sur LinkedIn, ça peut être le cas. On a tous un moment eu affaire avec un client, alors pas avec qui ça s'est mal passé forcément, mais où ça a été mitigé. Ça s'est bien passé au début et puis la fin du service qu'on proposait, ça a été un peu plus compliqué que prévu parce que les délais de livraison ont été plus longs, il y a eu un souci technique, bref, ce que l'on veut, donc la fin a été un peu mitigée. Si on a un client qui a envie de le faire savoir, surtout de façon négative, il vaut mieux être présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que s'il a envie de le dire, il va normalement aller le dire là où vous êtes présent. Il va voir que vous avez une page Facebook, il va voir que vous avez un compte LinkedIn, il va voir que vous avez un compte sur Google, il va laisser un avis qui va peut-être être mitigé, mais au moins il va le laisser à un endroit où vous allez pouvoir répondre. Vous allez pouvoir répondre, peut-être vous excuser, peut-être montrer votre professionnalisme, peut-être aussi dire mais attendez, vous n'avez jamais été client chez nous, ça arrive aussi, il y a des faux avis qui existent, donc il faut faire attention à ça. Donc l'avantage d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est que si quelqu'un a quelque chose à le dire, vous allez pouvoir maîtriser, parce que normalement il va venir sur un réseau social où vous êtes présent, puisque c'est ce qui va ressortir quand il va taper votre nom d'entreprise ou votre nom et votre prénom. Si au contraire vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, le client il ne va pas attendre que vous soyez présent, d'accord ? J'ai quelque chose à dire. Il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Je vais aller créer un profil sur TripAdvisor, je vais aller laisser un avis sur Google, je vais aller créer un lieu sur Facebook, laisser mon avis. Donc ça, il va pouvoir le faire. Le souci, c'est que si vous n'avez pas créé ces différents réseaux sociaux,
l'information, elle arrive à un endroit et vous ne maîtrisez pas, donc derrière, vous ne pouvez pas répondre et essayer de limiter, entre guillemets, la casse. Bien sûr, là, j'ai parlé des aspects négatifs, mais garder la main sur son identité numérique, c'est aussi lorsqu'on a des avis positifs. Vous avez des clients avec qui ça s'est bien passé, allez leur demander des recommandations, allez leur demander des avis. On joue le jeu aujourd'hui. On est dans une époque où on sait parfois que quand on a besoin de développer sa visibilité sur Internet, ça va passer par la case avis et si possible des avis positifs. On n'est pas non plus taré. On ne va pas aller voir les clients à qui ça s'est mal passé pour leur demander de laisser un avis. Mais l'idée, c'est ne pas hésiter à demander des clients à qui ça s'est bien passé de laisser un avis s'ils sont satisfaits du produit, de la prestation, de l'accueil, de ce que l'on veut. On rentre vraiment sur LinkedIn. LinkedIn, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, on est 14 millions d'utilisateurs et on a un âge moyen de 44 ans. Donc je vais reprendre le terme senior pour le réseau social. 44 ans, effectivement, c'est un âge un peu plus âgé sur les réseaux sociaux que sur les autres. Si on prend Facebook, on va plutôt être autour de 30 ans. Si on prend Snapchat, on va être en dessous 20 ans. Si on prend Twitter, on est à 23 ans. Si on prend Instagram, on est aux alentours de 26 ans. Donc forcément, quand on est sur LinkedIn, on est sur des profils des personnes qui ont plus d'expérience, d'accord ? Quand vous créez un profil sur LinkedIn, on le fait rarement avant 18 ans. Et encore 18 ans, c'est déjà assez jeune. On le fait rarement avant de sortir d'études secondaires. Donc forcément, ça pousse à 20, 21, 22, 23. Et encore, on crée des profils, mais parfois on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Donc c'est normal qu'on ait un âge moyen qui soit un peu plus élevé que sur les autres réseaux sociaux. Quelques chiffres sur LinkedIn. Donc, LinkedIn a été lancé en 2003. Aujourd'hui, on a 500 millions de membres inscrits dans le monde, 14 millions du coup en France. Ce qu'il faut savoir sur LinkedIn, c'est que à la base, LinkedIn, c'était vraiment pour avoir un CV en ligne. D'accord ? Je me crée un profil sur LinkedIn pour pouvoir mettre mes compétences, mes expériences, dans le but potentiellement de trouver un emploi, d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, ça a un peu changé. LinkedIn va beaucoup plus loin que ça, puisque on va avoir beaucoup de possibilités, notamment si on veut créer des partenariats, trouver des clients, des prospects, des partenaires. On verra aussi qu'on peut se former avec LinkedIn. On verra aussi qu'on peut faire pas mal de choses qui n'existaient pas auparavant. La première chose sur LinkedIn, il faut savoir qu'il y a une différence donc, entre une page et un profil sur LinkedIn. D'accord ? Est-ce que c'est clair cette notion de page et de profil sur LinkedIn ou est-ce que c'est flou ? C'est flou, ok. Quand vous créez un compte sur LinkedIn, vous avez un profil, d'accord ? J'ai un profil sur LinkedIn au nom de Julien Tourme. Ce profil, c'est comme un profil Facebook. Alors certains vont me dire, oui, moi j'ai pas Facebook non plus, d'accord, mais souvent les gens ont quand même un peu plus Facebook que LinkedIn, mais ça fonctionne de la même façon. Un profil du coup sur LinkedIn, c'est je me crée un profil, je renseigne effectivement mon expérience, ce que j'ai fait dans le passé, une photo, etc. Et ensuite, je vais demander à telle ou telle personne de rentrer dans mon réseau. Sur LinkedIn, c'est du contexte professionnel. Donc, je peux ajouter ma tante, ma cousine, mon frère, ma maman, mais je vais normalement pas publier de photos de petits chats ou de photos de moi en maillot de bain en train de boire un mojito. D'accord ? Sur LinkedIn, on reste dans un contexte professionnel. Donc, l'idée, c'est une fois que je crée mon profil sur LinkedIn, là, on a une partie de mon profil. Je vais aller ajouter des personnes parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Donc évidemment, parfois il y a des amis, mais il y a souvent des anciens collègues, des collègues actuels, des partenaires avec qui on peut travailler, des clients avec qui aussi on peut travailler. Sur LinkedIn, ce n'est pas un souci d'ajouter des clients. Pourquoi ce n'est pas un souci ? Parce qu'on est dans un contexte professionnel. Donc n'ayez pas peur d'ajouter des clients. Petite particularité, n'ayez pas peur d'ajouter des clients avec qui ça se passe bien aussi, d'accord ? On ne va pas ajouter des clients sur LinkedIn avec qui ça s'est très mal passé. C'est pas forcément la peine d'en rajouter une couche. On va plutôt essayer de se faire oublier parfois. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir constituer ce premier réseau. Et on va constituer ce premier réseau avec son profil. Et ça, c'est vraiment important. La différence avec une page, c'est que lorsque je suis une entreprise, je peux décider de prendre la parole sur LinkedIn en tant qu'entreprise, d'accord ? La CCI veut prendre la parole sur LinkedIn, elle ne va pas créer un profil, elle va créer une page. Sur cette page, elle va publier du contenu. Là où c'est différent par rapport à un profil, c'est que je ne fais pas des demandes pour entrer dans le réseau d'une page qui existe. Je vais juste m'abonner à l'actu d'une page. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Si je me connecte du coup sur LinkedIn, j'arrive sur mon profil. Donc si vous m'ajoutez sur LinkedIn, vous devez tomber sur un profil qui ressemble à ça. Donc on voit bien, c'est mon nom et mon prénom, on voit mon post, on voit un petit descriptif,
Et ensuite, on va voir mes différentes expériences que j'ai pu avoir dans le passé. D'accord? Donc là, on est sur un profil. Si demain, vous m'ajoutez sur LinkedIn, vous allez tomber là-dessus. Et donc, vous pouvez juger de la pertinence. Bah oui, ça serait bien. Tiens, j'ai vu un peu ce qu'il faisait. Je pourrais rentrer dans son réseau. On pourrait garder en contact. J'ai vu qu'il créait des sites web. Ça pourrait être intéressant. On pourrait peut-être faire un partenariat parce qu'on cherche quelqu'un qui peut animer un atelier. Donc, c'est ça vraiment le profil LinkedIn. C'est un nom et un prénom. Si je tape, par exemple, Orange sur LinkedIn, je vais pouvoir aller trouver des entreprises. D'accord? Donc, si je vais sur la page d'Orange, là, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé à entrer dans le réseau, à faire une demande d'invitation sur LinkedIn chez Orange. J'ai juste cliqué sur le bouton en fait suivre. Et quand je clique sur le bouton suivre, alors pour vous montrer où il apparaît le bouton suivre, ici, vous voyez, là on a différentes pages. Quand il y a marqué suivre ici, ce sont juste je vais m'abonner à l'actu de ces pages-là. C'est-à-dire que dès que Orange va publier quelque chose sur sa page LinkedIn, ça va arriver dans ce qu'on appelle le fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est quand vous vous connectez sur LinkedIn, vous avez l'actualité qui va apparaître sur votre réseau social. Je vais y revenir. Ça va trop vite ou vous suivez? C'est bon? Ok. Donc quand je suis connecté à mon profil ici, quand je suis connecté à LinkedIn, c'est divisé en 3 colonnes. Vous avez la colonne de gauche, ici, on retrouve votre nom, votre prénom, on retrouve peut-être aussi des statistiques par rapport à le nombre de vues, le nombre de fois où a été vu votre profil, et aussi les vues sur votre dernier article ou sur votre dernière publication. D'accord? Des petites statistiques très, très simples. Au milieu, on a ce qu'on appelle du coup le fil d'actualité. Le fil d'actualité, ce sont toutes les publications que vous avez au centre, là, qui défilent. Donc ça, vous allez en avoir un paquet, d'accord? Vous pouvez remonter à l'infini. Comment il fonctionne, ce fil d'actualité? Assez simplement, il va prendre toutes les personnes que vous avez ajoutées dans votre réseau, d'accord? Il va prendre tous les groupes de discussion dans lesquels vous participez. Je me suis abonné à des groupes de discussion. Il va prendre aussi toute l'actualité des pages que je veux suivre. Tout à l'heure, j'ai fait la démarche de suivre la page Orange. Et bien, si je suis différentes pages, cette actualité, elle va se retrouver dans ce fil d'actualité. D'accord? Après, LinkedIn, il fait forcément un tri. C'est-à-dire que là, sur LinkedIn, j'ai 800 contacts. Je dois être présent dans 4-5 groupes. Je dois aussi suivre une dizaine de pages. Quand je me connecte, il faut bien qu'il fasse un tri entre tout ça. Il ne peut pas tout me pousser d'un coup. Et dans mes 800 contacts, les pages que je suis, les groupes, il y a forcément du contenu qui a été publié au même moment. Donc, il fait un tri. Il fait un tri en fonction de votre comportement sur LinkedIn, en fonction des commentaires que vous laissez, en fonction des discussions que vous avez. Là, typiquement, on voit que la première actu que j'ai, c'est celle d'Alice Thiriet. Pourquoi je vois l'actu d'Alice Thiriet? Parce qu'en ce moment, on échange pas mal sur LinkedIn, on commente pas mal de publications parce qu'on a mis en place des partenariats, on fait des choses. Donc, c'est normal que ça soit cette personne que je vois en premier. D'accord? Au fur et à mesure, normalement, vous allez voir l'actu des personnes avec qui vous avez le plus souvent l'habitude soit de travailler, d'échanger, ou peut-être des profils LinkedIn que vous allez voir le plus régulièrement, parce que LinkedIn analyse tout ça et vous pousse le contenu en fonction de ce que vous faites. Ok? Quand vous êtes sur votre fil d'actualité, vous avez une petite flèche ici où il y a marqué classé par pertinence. Je peux demander à LinkedIn plutôt de me trouver du contenu de façon chronologique. Si je clique sur chronologique, là il change du coup son algorithme et il va me proposer le contenu le plus récent. D'accord? Je dis à LinkedIn, moi je ne veux pas avoir le contenu le plus pertinent. Ce que je veux avoir absolument, ce sont les dernières actus, ce qui a été publié, peu importe la personne sur LinkedIn. Donc là, j'ai une publication d'Oliver Sterman il y a 5 minutes. Donc c'est la dernière publication a priori dans mon réseau LinkedIn et c'est ce qu'il me propose sur mon fil d'actualité. Ça va jusque-là? Ouais? Ok. Mon fil d'actualité, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je peux le faire défiler. Ne cherchez pas à aller au bout du fil d'actualité. LinkedIn vous trouvera toujours quelque chose à vous donner comme information. Ce qu'on retrouve en haut du fil d'actualité, c'est une petite rubrique avec marqué « Partager une photo, un article ou une vidéo ou une idée ». C'est ici que je vais pouvoir publier du contenu. J'ai constitué mon réseau, d'accord? J'ai ajouté des personnes dans mon réseau. Ce qui va m'intéresser maintenant, et c'est là où on voit une différence entre des personnes qui ont un profil sur LinkedIn et des personnes qui sont actives sur LinkedIn, c'est d'aller publier du contenu régulièrement. C'est ici que je vais aller publier du contenu. Donc je peux publier du contenu assez basique. Aujourd'hui, en formation, je mets mon petit blabla. Je peux ajouter ensuite une photo ou une vidéo. Si je clique sur la photo, je vais pouvoir aller récupérer du coup une photo directement sur mon bureau. Et je peux aussi ajouter une vidéo et faire exactement la même chose. Autre possibilité,
ça va être d'actu. J'ai vu un article intéressant sur un blog, sur un site internet, peu importe. Il y a un lien que je trouve intéressant, j'aimerais bien... Ouais, bon, ça c'est parce que j'ai des bloqueurs de pub, alors ils n'aiment pas trop ça. J'ai trouvé un lien intéressant et j'aimerais bien le partager justement sur LinkedIn. C'est assez simple, je prends le lien qui est en haut, je le copie, je le colle ici, et là automatiquement LinkedIn va me générer un aperçu de l'article, et c'est ça que je vais pouvoir publier à mon réseau. Si je fais ça, c'est intéressant parce que je vais informer mon réseau d'une actualité que j'ai jugée pertinente. Mon réseau va voir ça et va peut-être se dire « Ah bah tiens, c'est sympa, Julien, il a publié du contenu. » Bon, sur Ronaldo, ça n'aurait rien à faire sur LinkedIn, mais c'est du contenu qui est intéressant. C'est vrai qu'on pourrait faire appel à Julien parce qu'on a des problématiques de communication web. Donc l'idée, c'est de publier du contenu en rapport avec votre activité, de publier du contenu assez régulièrement, de façon à ce que votre réseau voit que vous êtes actif, que vous êtes professionnel, et qu'ils se disent, bah tiens, c'est vrai, il faudrait que j'appelle un tel, il faudrait que je contacte un tel, parce qu'on a ce besoin dans notre entreprise. Alors attention, c'est pas parce que vous publiez quelque chose que votre réseau voit forcément cette publication. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le fil d'actualité et LinkedIn, il fait du tri dans les publications qu'il vous propose, en fonction des personnes que vous suivez, du comportement que vous avez. Donc quand vous publiez quelque chose, c'est pas parce que vous publiez quelque chose que toutes les personnes qui vous ont dans leur réseau sont forcément au courant de ce que vous publiez. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on a souvent des clients qui nous disent « Attendez, vous dites que quand je publie quelque chose, si ça se trouve, il y a des gens qui ne le voient pas alors qu'ils sont dans mon réseau. » Eh bien, vous avez raison. LinkedIn est obligé de faire un tri, c'est-à-dire que si je publie quelque chose, Thomas c'est pareil, il a 500, 600, 1000 contacts sur LinkedIn, je vais publier quelque chose, c'est pas sûr qu'il voit forcément cette publication. A priori, il y a de grandes chances parce que sur LinkedIn, on est dans la même entreprise, qu'on s'échange quand même assez régulièrement des informations sur LinkedIn, donc normalement, il devrait l'avoir. Mais potentiellement, si vous intégrez mon réseau sur LinkedIn et que je publie quelque chose, vous n'allez pas forcément voir le contenu. Pour la simple et bonne raison que LinkedIn est obligé de faire du tri dans toutes les publications de votre réseau. Donc ça, c'est un point important à savoir. Autre possibilité, quand vous rédigez du contenu sur LinkedIn, là j'ai mis un lien. Une fois que j'ai inséré ce lien et qu'il m'a généré un aperçu avec la belle photo de Ronaldo, je peux supprimer le lien. Si je supprime le lien, la photo sera toujours active et lorsque je vais publier ce contenu, la personne qui clique sur la photo sera quand même rebasculée vers l'article en question. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi parce que on sait que lorsqu'on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, si on a trop de contenu, trop de texte, les gens ne lisent pas. Donc quand vous avez un lien, ce qu'on appelle une URL, qui est très longue avec plein d'hiéroglyphes, plein de chiffres dans tous les sens, ça ne donne pas du tout envie. Donc parfois, c'est intéressant de la supprimer pour que ça soit un peu plus lisible. De la même façon, sur LinkedIn, vous pouvez aussi identifier des personnes ou identifier des pages. D'accord ? Donc aujourd'hui, en formation, avec... typiquement, là il met Arthur Tourme, donc il met mon frère en premier, il fait le lien assez rapidement. Donc je peux identifier Arthur Tourme, je peux identifier aussi Thomas. Ok, donc là je les identifie et vous voyez tout de suite ils deviennent bleutés. Ce qui va se passer, c'est dès que je vais publier en fait cette actualité, cette publication, ils vont recevoir une notification, Arthur et Thomas, qui va leur dire « Julien Tourme vous a identifié dans une des publications ». Là, normalement, ils vont cliquer dessus parce qu'ils vont se dire « Julien, c'est forcément intéressant ». Et ils vont aller voir la publication et ils vont pouvoir potentiellement réagir avec cette publication. Réagir avec une publication, c'est commenter, partager ou aimer une publication sur LinkedIn. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant de le faire. Si vous voulez mettre en avant une personne avec qui vous travaillez, vous avez créé une formation à deux, vous voulez la mettre en avant parce que vous avez une photo, vous identifiez la personne. Pareil, si vous voulez mettre en avant une entreprise, vous allez utiliser le arrobase parce que ça ne fonctionne pas uniquement que pour les personnes. Tout à l'heure, je parlais d'Orange. Si j'ai envie d'identifier Orange, alors du coup, il y a beaucoup de Orange, je peux aussi identifier l'entreprise. Donc là, de la même façon, Orange va recevoir une notification qui lui dit « Julien Tourme a identifié Orange dans une publication ». Orange, il doit être sollicité des centaines, des milliers de fois, je pense, par jour sur les réseaux sociaux. Il y a peu de chances qu'ils viennent voir ma publication, qu'ils aillent aimer, partager. J'aimerais bien, parce que ça me donnerait de la visibilité, mais il y a quand même peu de chances quand on est sur des grosses entreprises. Mais ça n'empêche, c'est quand même intéressant de le faire, qu'on soit sur des petites, des grosses entreprises, parce qu'on contribue quand même à développer la visibilité de votre profil, et donc que potentiellement, vous allez pouvoir toucher de nouvelles personnes, de nouvelles pages. Attention, sur LinkedIn, les hashtags ne fonctionnent pas. Les hashtags, c'est le dièse, d'accord ? Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers. Le dièse, aujourd'hui, sur LinkedIn, il ne fonctionne pas.
Alors, il y a des rumeurs comme quoi le hashtag arriverait peut-être sur LinkedIn. Parfois, quand vous commencez à rédiger du contenu, LinkedIn vous fait des propositions de hashtag. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas encore sur LinkedIn. Donc, ça va peut-être arriver, mais aujourd'hui, quand vous publiez avec des hashtags, ne le faites pas sur LinkedIn, ça ne fonctionne pas. Le principe du hashtag, pardon, je suis peut-être allé un peu vite. Le hashtag, c'est si je mets par exemple le hashtag foot, c'est pas du tout orienté. Si je mets le hashtag foot et que je publie sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter ou sur Facebook, la personne clique sur le hashtag foot, Facebook, Twitter va aller chercher toutes les publications sur le réseau social qui utilisent le même hashtag. D'accord ? Donc ça me permet de développer potentiellement ma visibilité. Je prends un autre hashtag, le hashtag Vendée Globe, le hashtag Tour de France. Souvent, c'est des événements à forte visibilité. Si j'utilise ce hashtag, une personne qui clique sur ce hashtag va peut-être tomber sur ma publication alors qu'elle a cliqué sur le hashtag sur une autre publication. Le hashtag, ça permet de qualifier le contenu de votre publication et lorsqu'on clique dessus, le réseau social va aller chercher tout le contenu sur le réseau social qui a le même hashtag. Donc sur LinkedIn, en fait, ne le faites pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui. Quand vous rédigez du contenu sur LinkedIn, que vous êtes content de votre petite publication, faites synthétique, d'accord ? On ne crée pas du contenu avec 15-20 lignes, ça n'a pas d'intérêt dans ces publications classiques, on le verra après quand ça peut avoir un intérêt, mais là ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment être synthétique et informer votre réseau sur votre actualité, sur votre secteur d'activité, sur ce que vous voulez, qui est en rapport avec un contexte professionnel. Je le dis, mais c'est vraiment important, tous les jours, je vois des publications sur LinkedIn qui n'ont pas forcément leur place sur LinkedIn, d'accord ? On peut très bien imaginer des publications pour des personnes qui cherchent un emploi, vous cherchez un partenaire, vous cherchez de nouveaux bureaux, tout ça, ça fonctionne. Mais parfois, on voit des vidéos de petits chats, mon chat est mignon, voilà, je l'ai mis sur LinkedIn. Bon, bah, ça n'a pas sa place. Ça, normalement, c'est réservé à Facebook, c'est réservé à Instagram, à ce que vous voulez, mais pas sur un réseau social comme LinkedIn. Après, je sais qu'il y en a qui s'en fichent, qui vont quand même le faire, mais je le dis quand même. Quand vous avez rédigé votre publication, vous avez la possibilité de publier, d'accord ? Si je publie, ça va partir dans les moteurs de LinkedIn et potentiellement les membres de mon réseau vont être informés de cette actu. J'ai aussi un onglet qui s'appelle Préférences du post. Le post, c'est la publication, d'accord ? Donc là, c'est mon post et mon petit texte au-dessus sur Ronaldo. Dans la préférence du post, je vais choisir en fait la confidentialité. Est-ce que cette publication, elle est publique ? C'est-à-dire tout le monde peut y avoir accès, même des personnes qui ne sont pas dans mon réseau LinkedIn. Est-ce qu'elle est publique plus Twitter ? Parce que vous pouvez synchroniser votre compte LinkedIn avec votre compte Twitter. Vous pouvez avoir une passerelle entre les deux. Quand vous publiez sur LinkedIn, ça part automatiquement sur Twitter. Alors faites attention par rapport au hashtag, au dièse dont je parlais tout à l'heure. Ça fonctionne énormément sur Twitter, ça ne fonctionne pas du tout sur LinkedIn. Donc si vous mettez des hashtags sur LinkedIn, ça va fonctionner sur Twitter, mais sur LinkedIn, ça ne fonctionnera pas. Enfin, vous pouvez aussi choisir de réserver cette publication uniquement à vos relations. Vos relations, c'est les membres de votre réseau dans votre profil. Pourquoi ça peut être intéressant ? Tout simplement parce que votre réseau, si vous avez du contenu qui peut être un peu confidentiel, vous avez décidé d'avoir un profil LinkedIn, mais d'avoir un profil très limité parce que vous êtes sur un secteur très concurrentiel ou sur une innovation technologique, donc vous n'avez pas forcément envie que ce contenu soit vu par tout le monde. Donc on peut choisir cet onglet « Relations ». Enfin, on peut aussi choisir d'autoriser les commentaires sur une publication ou de désactiver les commentaires. Ça peut être intéressant si vous êtes sur un secteur d'activité qui peut amener à des conflits. D'accord ? Je prends n'importe quoi, vous êtes sur le projet Notre-Dame-des-Landes, vous voulez faire une publication, peut-être mieux désactiver les commentaires. Dans votre réseau, vous connaissez peut-être certains membres de votre réseau et vous savez qu'il y a des avis qui divergent sur la question. Il vaut mieux désactiver les commentaires pour éviter de se retrouver avec un client ou deux clients qui vont venir s'engueuler sur votre publication. Ça fait mauvais genre et ça n'a pas d'intérêt. Donc dans ces cas-là, on désactive les commentaires pour éviter qu'ils viennent commenter. On a vu comment on pouvait publier du coup une publication sur LinkedIn. Je vous ai montré tout à l'heure le fil d'actualité. D'accord, donc là j'ai des nouveaux posts évidemment. Donc j'ai le fil d'actualité. Thomas. J'ai le fil d'actualité et là on voit une nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire que tout à l'heure je suis rentré dans cette rubrique, je peux poster une photo, une vidéo et un petit texte. Quand je sors de cette rubrique, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle rédiger un article. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette fonctionnalité ? Oui. Anciennement ça s'appelait Pulse. L'idée de LinkedIn c'est tout simplement de vous laisser un peu plus de place pour développer un point de vue.
Vous êtes sur LinkedIn, vous avez envie de donner votre point de vue en tant qu'expert sur un sujet. La fonctionnalité article, elle vous propose de rédiger beaucoup plus de contenu. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous limiter à juste 3-4 lignes comme on l'a vu tout à l'heure sur une publication avec un lien. Là, vous allez pouvoir rédiger des dizaines de lignes. À chaque fois que je rentre du texte, je vais pouvoir aussi ajouter différentes photos dans cette fonctionnalité article et ça va me permettre d'agrémenter un peu plus cet article. Cette fonctionnalité article, c'est en fait un peu comme un article de blog. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous résumer à juste 2-3 lignes dans une publication. Vous avez besoin de donner un peu plus votre point de vue et que ça soit un peu plus détaillé. Du coup, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité article. Je vous montre un exemple. Quand on poste comme Oui. ça, on a au niveau des mots, est-ce qu'il y a un nombre de mots minimum, maximum, qui permet d'être plus visible Non, alors il n'y a pas de nombre minimum. Ce qui va être surtout important, en fait, c'est le visuel. Les gens vont plus s'arrêter sur un visuel que sur des mots, à moins que vous soyez une personnalité à très forte notoriété publique. C'est-à-dire qu'évidemment, demain, Zidane il ne va pas publier sur LinkedIn, il faut que j'arrête de parler que de foot, mais Emmanuel Macron, il peut mettre juste une phrase sans photo, ça va être vu, tout le monde va le voir. Mais quand c'est vous, il faut vraiment aller chercher le visuel parce que c'est ça qui va faire arrêter le regard. Et ensuite, on va se limiter souvent à 2, 3, 4 lignes maximum, pas plus. Oui, monsieur ? La vidéo n'est pas plus regardée que la photo. Effectivement, la vidéo aujourd'hui, c'est un contenu qui est de plus en plus utilisé et qui fonctionne de mieux en mieux sur les réseaux sociaux. On sait que les vidéos, c'est ce qui fonctionne le mieux, peu importe le réseau social en gros que vous utilisez. Donc si vous avez du contenu vidéo, c'est intéressant de le relayer. Attention, quand on parle de contenu vidéo, il faut du contenu vidéo pro. C'est-à-dire qu'une vidéo qui a été prise un peu, pardonnez-moi l'expression, mais à l'arrache avec la main qui tremble alors qu'on est en train de brailler à côté, qu'il y a un bruit, on voit rien, c'est flou, il n'y a pas de lumière, ça n'a pas d'intérêt. Donc si vous faites de la vidéo, si vous relayez une vidéo, c'est intéressant, mais il faut que ça soit une vidéo de qualité. Je reviens du coup à ma fonctionnalité article qu'on avait ici, pour vous montrer comment ça peut apparaître. Si je prends... Voilà, typiquement, j'ai rédigé un article sur LinkedIn pour comprendre le fonctionnement de Facebook et de son fil d'actualité. Donc là, c'est un article que j'ai rédigé. Donc il y a plus de fond, d'accord ? Je ne m'arrête pas à juste 2-3 lignes. Il y a plus de contenu. Il y a des images aussi à l'intérieur qu'on retrouve. D'accord ? Donc c'est beaucoup plus détaillé. Et ça vous permet aussi à la fin d'avoir des commentaires. Les personnes peuvent aussi commenter cette publication. La fonctionnalité article, elle est aussi intéressante parce que si vous passez par cette fonctionnalité article, LinkedIn va développer automatiquement la visibilité de cette publication. Je m'explique. Vous avez plus de chances d'avoir de la visibilité si vous utilisez la fonctionnalité article qu'une publication classique. Normalement, vous me dites « Ah bon ? Pourquoi ?» Là, je dois vous répondre que tout simplement parce que l'objectif de LinkedIn, c'est d'essayer d'avoir un maximum de contenu sur son réseau social. LinkedIn, il a très envie que lorsqu'une personne arrive sur le réseau social, il ne reparte pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que si les gens restent sur le réseau social, LinkedIn, il peut faire de la publicité, il peut vous pousser des informations. Et donc, vous jugez le réseau social pertinent, vous y passez plus de temps, vous consommez plus de publicité, LinkedIn touche plus d'argent. Donc, si vous passez par la fonctionnalité article, vous allez y passer plus de temps, alors que si vous faites une publication classique, que vous avez un lien qui redirige à l'extérieur de LinkedIn, sur votre site web, sur un article que vous avez jugé intéressant, là, vous sortez de LinkedIn. Donc, forcément, LinkedIn, il vous pénalise. Alors, LinkedIn ne va jamais le dire ouvertement, mais ça se voit dans les analyses, dans les études qui sont montrées. Lorsqu'on a du contenu qui est directement intégré à LinkedIn, dans la fonctionnalité article par exemple, si c'est une photo, si c'est une vidéo, on a plus de chances de ressortir, d'avoir plus de visibilité qu'en passant par une publication classique avec un lien qui envoie à l'extérieur du réseau social. Dans un article, on peut mettre un renvoi sur un site, un blog, non ? Oui, tout à fait. Là, dans un article... Du coup, là, on est censuré ou pas ? Non, parce qu'on est... Enfin, LinkedIn nous juge toujours, comme on utilise sa fonctionnalité article, il juge que, voilà, on joue le jeu, entre guillemets, de sa plateforme, on écrit du contenu, donc évidemment, la personne peut cliquer, là, typiquement, vous ne le voyez peut-être pas, mais Facebook est un peu bleuté. Ouais, si vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur la page Facebook, je pense, de Monsieur Lucien. Donc, effectivement, c'est des liens extérieurs, mais la personne va cliquer sur le lien, mais va sûrement aussi continuer à lire la suite de l'article. Donc, l'expérience utilisateur est différente, et donc LinkedIn va valoriser ce contenu. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Si vous devez vous positionner en tant qu'expert, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité d'article pour un point de vue qui va être un peu plus détaillé.
Oui. Dans ce cas-là, l'article qu'on va faire va rester visible après carrément sur notre page. Exactement, sur votre profil. Oui. L'article, il reste visible sur votre profil. Les personnes peuvent y accéder dans le futur, revenir à l'article. Et si on fait un post, par contre, c'est disparaît. Ça disparaît jamais vraiment. C'est juste que ça part en fait dans le fil d'actualité. Donc pour remonter, après, ça devient compliqué. Et est-ce que, Oui. Dites-moi. On peut faire exactement le même article qu'on met sur LinkedIn et sur notre site web ou est-ce que... Vous pouvez. Alors, il y a une notion que Google qui s'appelle le duplicate content, c'est-à-dire le contenu qui est en double, qui pénalise parfois le référencement. Quand on est sur LinkedIn et sur un blog, je ne pense pas vraiment que ça ait d'impact parce qu'on est sur une plateforme qui est différente. Les articles ne sont pas intégrés directement dans le référencement de Google. Donc, vous pouvez avoir des articles qui sont en doublon, à la fois sur votre blog de site internet ou votre blog et en même temps sur votre fonctionnalité article. Vous pouvez aussi, pour donner envie aux gens d'aller sur votre blog, commencer un article. Votre blog, vous avez l'article en entier. Là, vous utilisez la fonctionnalité article. Vous mettez la moitié de l'article ou les 3/4 de l'article. Retrouvez la suite sur notre blog avec un lien qui renvoie sur votre blog. Il y avait une autre question? Non, c'est bon? non, c'est Oui. dans la rédaction en fait en tant que telle. Quand Ouais. on utilise cette fonctionnalité-là, est-ce qu'on est contrôlé par exemple? Est-ce que c'est publié immédiatement? Est-ce que vous êtes contrôlé dans la fonctionnalité article? Dans le contenu, on peut, Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez. donc il y a une totale liberté. Hein. Ah, il y a une totale liberté. On peut pas mettre, voilà. Oui, enfin, après, je... Mais voilà, c'est dans Non, tant qu'il n'y a pas d'injures ou de contenu pornographique, etc., il n'y a pas de souci. Non, mais non, mais c'est pas vous, mais j'entends il n'y a pas de souci. Vous publiez tout le contenu que vous voulez. Voilà. C'est effet immédiat, exactement. Et sur la publication, la rédaction, est-ce qu'elle doit être différente d'un message Twitter et web Bah, disons que le contenu sur Twitter, normalement, il est dissocié, parce que déjà sur Twitter, on est limité à 280 caractères, qu'on va énormément utiliser le hashtag. Donc ça, c'est important. Web, par exemple, si on fait une annonce web, un agenda dans notre site web, ça peut être le même sur... Ça peut être le même contenu à peu près. c'est pas- C'est pas gênant. Nous, quand on a des événements, alors on va changer quelque chose. C'est-à-dire que sur Facebook, typiquement, on va avoir un peu plus de texte, des émoticônes. Sur Twitter, on oublie les émoticônes ou très peu, on passe avec des hashtags. Et sur LinkedIn, on a un contenu très à direction des chefs d'entreprise. Donc quand on a un ton décalé sur Facebook, on ne l'aura pas forcément sur LinkedIn. C'est juste dans le ton, mais l'actu, en fait, le fond est le même. Est-ce qu'il y a des Pardon. notions de, Non, pas de souci, allez-y. de droit sur des liens? Moi, une fois, j'avais essayé de faire un article et je renvoyais un lien web. Et en fait, LinkedIn me disait que j'avais pas les droits pour relier ce lien. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des versions premium ou pas premium de Normalement, non. LinkedIn? Vous avez mis un lien dans la fonctionnalité article Ouais. et vous voulez pas l'insérer? Je voulais pas le publier. Ouais. Alors, c'est possible aujourd'hui que vous ayez des soucis avec les protocoles HTTPS. C'est une norme qui est un peu technique, mais qui est passée par Google. Aujourd'hui, quand vous avez une URL, là en haut, LinkedIn, il y a marqué HTTPS et il y a marqué sécurisé. Donc, aujourd'hui, il faut que vos sites soient HTTPS. Sinon, parfois, vous pouvez être plombé. Certains Wi-Fi vont pas vous donner accès parce qu'il y a des pare-feux, etc. Ça peut être la même chose sur LinkedIn. Ils n'ont pas envie d'orienter des gens vers des sites qui ne sont pas sécurisés et donc il peut bloquer. C'est un peu la seule chose que je verrais. À moins que LinkedIn ait détecté que le site vers lequel vous redirigez, il y a un souci, il y a un virus dessus, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais normalement, on peut tout... Ouais, normalement, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes sur LinkedIn, là, on a vu comment on pouvait publier du contenu comme profil. Donc ça, c'est très bien. Mais on peut aussi faire d'autres choses sur LinkedIn. En haut à gauche de votre profil, vous avez une barre de recherche, d'accord? La barre de recherche, elle est intéressante pour chercher des contacts. Vous avez vu une personne en formation, à un salon, à une conférence, un afterwork, ce que vous voulez. Vous tapez son nom. Si je tape Marguerite Alain Dupré. Ok, donc je peux taper son nom et retrouver directement son profil. Donc ça, c'est simple, ça se fait facilement. Vous tapez le nom de la personne. Si c'est une personne qui n'est pas dans votre réseau, si je tape Marguerite, pareil, je dois en avoir d'autres. Là, j'ai Marguerite de Crécy, donc qui n'est pas dans mon réseau. Je sais qu'elle n'est pas dans mon réseau parce que j'ai le bouton Se connecter qui s'affiche. Donc là, si je clique sur Se connecter, je vais demander à entrer en contact avec Marguerite de Crécy. Ok ? Point important, si vous voulez entrer en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément, ça se fait sur LinkedIn, il faut le faire, c'est pas du tout un souci. Mais s'il vous plaît, ajoutez une note personnalisée. D'accord ?
vous recevez sûrement beaucoup de contacts de personnes où vous dites mais pourquoi il m'ajoute, je la connais pas, on n'est pas du tout dans le même secteur d'activité, c'est quoi l'intérêt, etc. Ça existe, ça existera encore. D'où l'intérêt de personnaliser un peu le message si on a quelque chose à proposer, un partenariat, pas forcément juste vendre des services, c'est-à-dire que parfois ça peut être, j'ai vu un partenariat avec cette entreprise, je sais que c'est cette personne qui est en charge de ça dans l'entreprise, je vais l'ajouter sur LinkedIn avec un petit mot personnalisé, vous êtes limité à 300 caractères. Par rapport à toutes les personnes qui vous ajoutent sur LinkedIn et vous dites mais pourquoi elles m'ajoutent sur LinkedIn? Ma recommandation, c'est d'accepter les personnes qui vous ajoutent sur LinkedIn. Vous les acceptez toutes et vous leur envoyez tout de suite un message. Merci, bonjour Michel, merci pour votre demande de mise en relation. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaitez aborder? Moi, je laisse 15 jours. Si au bout de 15 jours, je n'ai pas de réponse, je supprime la personne. Pourquoi je fais ça? Parce que potentiellement, il y a des personnes qui peuvent avoir vu quelque chose que j'ai pas vu. Elles ont peut-être ajouté quelqu'un sur LinkedIn, mais elles sont peut-être un peu novices. Elles savent pas trop après comment prendre la parole, échanger avec la personne. Donc c'est moi qui vais au-devant d'elles. Et souvent, ça permet d'avoir des échanges. Donc quand j'ai des échanges, c'est parfait. Ça peut être parfois effectivement une personne qui me contacte juste pour faire de la prospection. Donc après, je juge ou non de la pertinence. Parfois, c'est une personne qui a vu un partenariat avec notre entreprise. Il y a un dialogue. Parfois, c'est une personne qui a besoin d'accompagnement web. Donc derrière, ça peut aller plus loin. Ça peut être un lead qui va ensuite se générer en client. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'accepter ces personnes. Alors ici, il y a sûrement, vous avez peut-être 80, 110, 200 demandes en attente où vous dites depuis le début, je ne vais pas les accepter, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est une erreur, après c'est libre à chacun, mais l'idéal à mon avis, c'est quand même de les accepter et de les contacter tout de suite parce qu'il y a peut-être un dialogue derrière qui peut se générer. Oui. Sur la partie personnalisation de l'invitation, en fait, ce qui est déstabilisant, c'est qu'on ne peut pas voir si la personne a vu le message. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que j'envoie cette invitation, je ne vais pas savoir si Marguerite a vu mon message ou pas. Je suis. On ne peut plus forcément trop la solliciter. Oui. Vous êtes, une fois que vous l'avez sollicité une fois, on ne va pas pouvoir renvoyer un message ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr qu'il faut essayer de bien tourner cette petite note un peu personnalisée pour pouvoir faire mouche dès le premier coup. Et honnêtement, les retours sont bons quand on fait ça parce qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui prennent le temps de personnaliser un peu ce petit message. Alors quand vous le faites, ça vous permet vraiment de créer déjà un premier contact. Moi, quand je reçois 10, 15, 20 invitations dans la semaine, je vais répondre dans un premier temps à ceux qui m'ont fait une note personnalisée. Même si c'est pour de la prospection, je vais leur dire que ça ne m'intéresse pas et je vais prendre le temps de le faire. Et donc du coup, ça apparaît bien dans la personne qui reçoit, ça apparaît sur la partie message. Messagerie, exactement. Ok, parce qu'il y a peut-être, en revanche, quand on est à l'initiative du message, il n'y a pas d'historique. On ne peut pas voir, on ne peut pas retourner sur le message qu'on a envoyé. Alors en fait, quand vous êtes dans votre réseau, là typiquement j'ai Lionel Page formateur. Là c'est. Et si on ignore, ça... Il le sait pas. Si on ignore, il le sait pas. Il sait pas que vous n'avez pas accepté. Ça reste en attente pour lui. Et il n'a pas de nouveau par rapport à ça. Et si on supprime, pareil, il ne sait pas. Il n'est pas au courant. Vous allez vexer personne si vous supprimez, si vous vous déconnectez de quelqu'un. Là, c'est ignorer quand quelqu'un vous fait une demande. Si vous cliquez sur ignorer, vous n'allez pas être dans son réseau. Si vous êtes dans le réseau de quelqu'un et que vous souhaitez la supprimer de votre réseau, je te reprends un exemple, Marguerite. Vous cliquez ici sur plus et vous avez marqué retirer la relation. Donc si je fais ça, je suis déconnecté de Marguerite, mais elle n'est pas au courant, qu'elle n'est plus dans mon réseau. Autre point important, désolé, j'avance un peu, mais dans la barre de recherche ici, vous avez aussi la possibilité de taper des mots-clés. D'accord ? Je veux taper, je sais que mes clients, ce sont des, je dis n'importe quoi, des responsables achats. Donc je tape le mot-clé responsable achat. Ok, donc là, si on commence à écrire n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Responsable achat, et là il me propose du coup 12 923 résultats, donc des profils LinkedIn. Des profils LinkedIn avec des personnes qui ont le poste de responsable achat ou dans leur description le mot-clé responsable achat. Quand je suis là, je peux aussi affiner. C'est-à-dire que je peux affiner par lieu. Là, j'ai envie de prendre que la France. Donc de 12 923, je passe à 8 710. Je peux aussi affiner par degré de relation. Si je choisis premier degré, ça veut dire que c'est des personnes, je veux voir uniquement des personnes qui sont déjà dans mon réseau. Si je prends deuxième degré, ça veut dire que je veux des personnes qui ne sont pas dans mon réseau, mais avec qui j'ai quelqu'un en commun. Donc là, je suis passé à 564 résultats.
Ce qui est intéressant quand je fais ça, c'est que tous les résultats qui me sont proposés, j'ai forcément une personne en commun avec eux sur LinkedIn. Donc potentiellement, je peux entrer en contact avec cette personne en étant mis en relation et ça me permet de me faciliter ce premier échange ou cette première approche vis-à-vis de ce contact. Et on le connaît, la relation commune? Oui, là typiquement, là j'ai Maté Masmoudi, là j'ai une relation en commun. Si je clique dessus, je vais avoir le nom de la personne que j'ai en commun avec lui. Il y a une limite en termes de nombre de recherches qu'on peut faire comme ça? Non, c'est illimité. Ouais. On peut aussi filtrer par les entreprises. Je veux responsable achat de Carrefour. J'applique et là il me donne du coup 3 résultats affichés sur LinkedIn. Donc ça peut être intéressant dans vos phases de prospection pour votre entreprise. Vous savez quel type de personnes vous souhaitez cibler. C'est cette fonctionnalité qu'on peut utiliser. On a vu la barre de recherche où j'ai tapé responsable achat. On a aussi la possibilité de chercher des emplois. Donc ça, c'est assez simple si vous voulez postuler. Des entreprises, on l'a vu tout à l'heure, des groupes et des écoles. Les groupes, ce sont typiquement des groupes de discussion. Donc là, avec le mot-clé responsable achat, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai des groupes de discussion qui existent. Ce qui est intéressant dans ces groupes de discussion, là avec responsable achat, ça ne fonctionne pas trop. Mais si je tape réseaux sociaux dans groupe, on trouve du coup différents groupes qui existent. Transformation digitale avec 20 000 membres. Le fait d'intégrer des groupes en fonction de votre secteur d'activité, ça vous permet de faire de la veille, de potentiellement échanger avec des professionnels de votre domaine et aussi peut-être de trouver des partenaires ou même des prospects. Un prospect qui a un besoin va peut-être aller poser sa question sur un groupe et là vous pouvez lui répondre en lui disant nous on est spécialisé là-dedans, n'hésitez pas à m'ajouter ou à rentrer en contact avec moi sur LinkedIn. Ça c'est très bien, faites-le, c'est vraiment intéressant, mais n'allez pas dans trop de groupes parce qu'après c'est chronophage. Et montrez bien patte blanche. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans un groupe pour dire je suis meilleur que les autres, va pas avec Xavier, mais va plutôt avec Jules. Parce que sur Internet, c'est quelque chose qui est très très mal pris et c'est un coup à énormément nuire à sa réputation. Autre particularité par rapport à ça, dernière chose sur LinkedIn, c'est de rechercher par mots-clés. Aujourd'hui, ça pourrait être vachement intéressant si je tape par exemple le mot-clé bureau. D'accord. Imaginons que je suis une agence immobilière et je suis spécialisé dans la recherche de bureaux pour les professionnels. Donc moi, je mets en relation des personnes qui louent, qui mettent à disposition des bureaux et des personnes qui recherchent des bureaux. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur LinkedIn, qui a tapé le mot-clé bureau dans une publication parce que s'ils mettent des locaux à disposition, ils vont potentiellement rédiger une publication en mettant nous mettons à disposition des bureaux ou nous recherchons des bureaux. Aujourd'hui, il n'y a pas cette fonctionnalité dans la version française de LinkedIn, d'accord? Si je veux rechercher par mots-clés. Par contre, si je passe mon profil en anglais, donc quand vous allez ici dans vos paramètres, je vais pouvoir changer ma langue, passer en anglais, tac, on y retourne, et pareil. Là, si je tape le mot-clé du coup bureau, là, j'ai un nouvel onglet qui apparaît, c'est l'onglet Content. Donc en anglais, ça veut dire contenu, qui n'existe pas en français pour l'instant. Si je clique sur Content, il va aller me chercher toutes les publications sur LinkedIn qui utilisent le mot-clé, le mot bureau. Donc ça peut être intéressant. Donc évidemment, on a des publications qui peuvent être anglaises, ou ça dépend du mot que vous utilisez, mais il va aller chercher toutes les publications sur LinkedIn. Donc potentiellement, ça peut être intéressant de passer parfois son profil en anglais en fonction de votre secteur, de ce que vous voulez faire de LinkedIn, de la stratégie que vous avez mis en place, mais ça vous donnera cette possibilité que vous n'avez pas aujourd'hui en français. Enfin, dernier point par rapport à votre profil LinkedIn, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est la possibilité de télécharger tous les emails de votre réseau sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, normalement, vous dit que toutes ces informations sont bien confidentielles. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, vous pouvez télécharger toutes les adresses email de votre réseau sur LinkedIn. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans... Je vais repasser en français, pardon. Dans vos paramètres. De récupérer les données. Quand vous êtes du coup dans vos paramètres, préférences et confidentialité, vous avez un onglet qui s'appelle confidentialité. Et en dessous, vous avez un onglet qui s'appelle télécharger vos données.
quand je suis ici, je peux demander à LinkedIn de tout télécharger. Je demande en fait ce qu'ils appellent les archives. Vous allez recevoir par mail dans 10, 15, 20, une demi-heure, un mail qui vous dit récupérer vos données. Vous téléchargez les fichiers et là, vous avez les adresses mail de tout votre réseau LinkedIn. Alors, on a eu cette discussion avec Thomas en disant c'est bizarre, avec la RGPD qui est passée, vous avez peut-être entendu parler sur les données, on ne devrait pas avoir cette possibilité. Le souci, entre guillemets, pour en avoir parlé du coup avec une personne de chez Microsoft, LinkedIn appartient à Microsoft, c'est que finalement, ces personnes qui sont dans votre réseau, elles ont accepté d'être dans vos réseaux. Et dans votre réseau. Et dans les conditions générales de LinkedIn, à partir du moment où vous êtes dans le même réseau, c'est normal finalement que vous ayez accès aux emails de la personne, aux coordonnées de la personne. Donc là, assez facilement, vous pouvez récupérer tous les emails de vos contacts LinkedIn. Par contre, ce qu'il faut, et c'est finalement assez légal, ce qu'il ne faut pas faire derrière, c'est prendre tous ces emails, les mettre dans une base de données et envoyer des mailings tous les jours. D'accord ? Et c'est ce qui existe aujourd'hui. Et c'est ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez sûrement beaucoup de personnes qui vous ajoutent sur LinkedIn. Je prends des exemples, alors c'est un peu cliché, mais des banquiers, des agents immobiliers qui ont besoin d'avoir des gros fichiers de volume. Ils vont, on l'a vu tout à l'heure, je peux cibler des personnes ici. Donc si je tape, je reprends responsable achat, je me dis, ou je sais pas, je tape le mot-clé chef d'entreprise. J'ai besoin, je veux des personnes qui ont des grosses responsabilités, peut-être gros pouvoir d'achat. J'identifie, j'ajoute ces 12 000 personnes. Une fois qu'il y en a qui ont pas mal accepté, je télécharge tous les emails, je mets ça dans la base de données, puis ensuite on envoie des mailings. Ça, RGPD, c'est interdit. Effectivement, on n'a pas le droit de faire ça. Mais pour ce qui est de récupérer toutes vos adresses mail, finalement, ça, vous avez le droit. Après, c'est à vous de ne pas faire n'importe quoi des informations que vous récupérez. On a fait le tour sur la partie du coup profil de LinkedIn. L'autre chose qui existe, oui, dites-moi. Oui, bien sûr. Quand vous êtes, Thomas, quand vous êtes du coup dans vos préférences, ici, vous avez un onglet ici qui s'appelle confidentialité. Et en dessous, vous descendez, vous avez un onglet qui s'appelle télécharger vos données. Et c'est ici que vous allez cocher tout télécharger et demander les archives. Ici. Oui, mais alors c'est où qu'on télécharge En fait, les adresses mail de nos... alors, quand vous demandez les archives, ils vous donnent ils disent jusqu'à 24 heures, mais souvent ça prend un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Vous recevez un mail sur votre adresse email qui vous dit vos archives sont prêtes, cliquez ici. Quand vous cliquez dessus, il vous renvoie sur LinkedIn. Et là, quand vous téléchargez le fichier, il y aura un fichier avec marqué email où vous récupérez toutes les adresses email. Parce que là, je vois qu'il y a des trucs à cocher. Oui, les contacts importés, ça dépend, effectivement. Soit vous téléchargez tout, ou soit vous faites le choix de ce que vous voulez effectivement télécharger. Donc, si on veut récupérer les adresses mail, c'est en faisant le tout. Le tout, exactement. On a vu du coup cette partie profil par rapport à LinkedIn. Il y a une autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité page. Je vous en ai parlé tout à l'heure en vous présentant Orange, m'abonne à l'actu d'une page. Cette fonctionnalité page, elle est intéressante à partir du moment où vous avez plusieurs employés dans votre entreprise, je trouve, à partir du moment où ces personnes sont présentes sur LinkedIn et aussi où vous utilisez vraiment les réseaux sociaux au quotidien pour développer votre activité. Quand vous créez une page, je vais vous montrer par exemple la page de Monsieur Lucien, vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités en fait. L'outil page, elle est très simplifiée par rapport au profil. Il n'y a pas toutes ces possibilités d'entrer en contact avec des personnes. Là, je suis administrateur de la page Monsieur Lucien. J'ai la même chose que tout à l'heure, sauf que je n'ai pas la fonctionnalité rédiger un article, d'accord, de fond, comme on l'a vu tout à l'heure, où on peut vraiment se positionner en tant qu'expert. Donc, j'ai la même chose que tout à l'heure, avec une photo ou une vidéo que je peux charger et cliquer sur publier. La page, ça se limite à ça en fait. Je vais publier du contenu, sauf que ce n'est pas au nom de mon profil Julien Tourme, c'est au nom de la page Monsieur Lucien, Decathlon, Adidas, ce que vous voulez, que vous allez publier du contenu. Ça, c'est la vraie différence entre le profil et la page. La page, après, pour aller plus loin, elle peut vous permettre aussi de faire de la publicité. Alors ça, il faudrait refaire un atelier là-dessus. La publicité sur LinkedIn, c'est autre chose. C'est vraiment de pouvoir cibler des personnes en fonction du contenu que vous souhaitez diffuser. Je suis une banque, j'ai envie de toucher des chefs d'entreprise dans la région nantaise qui ont entre tant et tant de salariés. Parce qu'on fait une offre sur des sociétés de plus de 200 salariés, je vais pouvoir faire une publicité, mettre du budget sur LinkedIn et ça sera diffusé dans le fil d'actualité. Mais la fonctionnalité de la page qui est basique, c'est juste ça, je crée une page, je publie du contenu et les gens s'abonnent ensuite au contenu de ma page. Donc ça a un intérêt, encore une fois,
à partir du moment où vous avez plusieurs personnes dans votre entreprise qui sont présentes sur LinkedIn et que votre stratégie, c'est vraiment d'utiliser LinkedIn pour avoir de la visibilité, de la notoriété. Je prends un boucher, je prends un restaurant, n'a pas d'intérêt à avoir une page LinkedIn. Un indépendant va pas forcément avoir un intérêt à une page LinkedIn. Pourquoi ? Parce que l'indépendant, on le connaît avec son nom et son prénom et donc on préfère avoir une personne en tant qu'humain qu'aller s'abonner à une page. D'accord ? Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir, sachant qu'on aura plus de fonctionnalités avec le profil, si ce n'est la publicité, qu'avec une page. Si on veut communiquer au nom de la société, il vaut mieux une page. Il vaut mieux une page. C'est-à-dire que si effectivement vous avez une entreprise avec un nom de marque, il faut avoir une page, c'est plus judicieux. Après, ça demande évidemment un peu plus de travail. L'idée, en fait, c'est de créer une page, de publier. Pas parce que souvent, parfois, vous trouvez du contenu à poster sur votre profil. Il faut aussi y penser pour le faire pour votre page en doublon. Mais l'idée, c'est souvent de publier du contenu sur sa page et ensuite de son profil, de venir partager le contenu de sa page sur son profil. Je prends l'exemple. Thomas l'a publié sur la page Monsieur Lucien une photo tout à l'heure. Moi, du coup, je vais pouvoir, en passant en vue membre, voir cette photo, cette publication, cliquer sur partager et aller la partager dans mon profil, d'accord, pour informer en fait mon réseau personnel en tant que profil. Donc si on a une page et un profil, l'idée c'est de publier en amont sur la page et de relayer ensuite sur votre profil personnel. Je dis que ça fait doublon parce que parfois, voilà, on est connecté à LinkedIn, on a fait le choix de s'y mettre, en plus il faut avoir une page, donc attends, je suis un salon, je voulais prendre une photo, je voulais publier pour dire que j'étais au stand d'un tel, alors je le fais sur la page, alors il faut que je me connecte sur la page, que je sois en administrateur, etc. Donc parfois c'est une démarche. Mais si on a l'habitude, si on est rodé, effectivement une page, quand on est une marque, une entreprise, même une TPE, nous Monsieur Lucien, on est 3, on a une page sur LinkedIn, va avoir un intérêt. L'idéal, c'est même de faire un article donc, sur le site internet et de la partager directement via LinkedIn et d'autres réseaux, plutôt que de faire en direct là. L'idéal, oui, vous pouvez rédiger un article, oui, on peut le partager ensuite sur la page et le relayer aussi sur votre profil. Ça, c'est intéressant. L'idée souvent, alors après, chacun a des objectifs différents, c'est que j'ai mon site internet, c'est là où je veux attirer des gens parce que c'est là où je parle de mes services, de mes offres, de mes produits. Donc, j'ai un super produit, je vais le relayer sur ma page et une fois qu'il est sur ma page, je partage le contenu de ma page sur mon profil pour que les gens aient à la fois l'accès au lien de mon site web et en même temps, ah bah tiens, il a une page sur LinkedIn, bah je vais aller m'abonner, comme ça je suis sûr d'avoir toutes les actus. Parfois au sein des entreprises, vous avez aussi des dirigeants qui ont une forte visibilité par rapport à la marque de l'entreprise. Ça aussi, ça peut arriver. C'est souvent le cas, ça arrive, c'est le cas où on a un dirigeant qui est assez connu, parfois plus que son entreprise ou que son nom d'entreprise. Donc il faut, souvent la stratégie, c'est de petit à petit que le dirigeant incite son réseau à aller s'abonner à la page de l'entreprise pour que justement les gens aient plutôt le réflexe identité de marque que nom et prénom du dirigeant de l'entreprise. Les relations de notre profil, elles sont directement ensuite en lien, enfin ça devient aussi les relations de la page ? Non. C'est-à-dire que les relations de votre profil, le réseau que vous avez constitué sur votre profil n'est pas d'office, ne suit pas automatiquement la page. La page et le profil sont vraiment dissociés. Là, sur la page Monsieur Lucien, vous ne savez pas que derrière, c'est Thomas et c'est Julien qui gèrent la page. D'accord ? Donc les deux sont vraiment dissociés. Donc pour générer du trafic sur sa page, pour avoir plus d'abonnés et essayer de développer un peu tout ça, il faut communiquer régulièrement en disant n'hésitez pas à aller suivre l'actu de Monsieur Lucien sur notre page. Et ça, je le fais sur mon profil parce que sur mon profil, je l'ai constitué depuis plusieurs années. Donc j'ai un peu plus de monde pour l'instant que pour ma page Monsieur Lucien qu'on a lancée par exemple il y a quelques mois. On ne peut pas se passer d'un profil et d'une page en fait, quand on est dans une activité. Le profil, on ne peut pas s'en passer, je pense. Après, ça dépend de votre secteur. En B2B, c'est sûr, on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est vraiment indispensable. Après, la page, elle a vraiment, encore une fois, elle a un intérêt quand on veut se positionner comme une marque sur son secteur. Si je suis indépendant, je n'ai pas vraiment d'intérêt. Par contre, si je veux avoir une communication de marque, j'ai intérêt à avoir une page, à condition d'avoir aussi du contenu à relayer. Je vous prends un exemple. On a eu un client en formation. Ils ont un contenu, ils ont plein de contenu, plein de photos, mais ils ne peuvent pas communiquer dessus parce que c'est du matériel de la défense, etc., des fusées. Donc c'est confidentiel. Donc ils s'étaient dit on va créer une page, on va publier plein de contenu et puis finalement ils se disent bah en fait c'est idiot, on peut rien montrer.
On a le droit de rien montrer, donc qu'est-ce qu'on va raconter? Donc oui, ils se sont dit peut-être qu'on peut faire des croquis, etc. Mais sauf que les croquis, une fois qu'on en a vu 15 sur une page LinkedIn, on a un peu fait le tour. Donc encore une fois, avoir une page LinkedIn, c'est intéressant, à condition derrière d'avoir une stratégie, d'avoir ce qu'on appelle une ligne éditoriale et se dire, ok, qu'est-ce que je vais relayer comme contenu pour être vraiment intéressant et pertinent. Et pour avoir des gens qui sont en relation avec notre page, autant sur le profil, c'est simple, On ajoute, share, ouais. on demande, on ajoute. Comment on arrive à augmenter le nombre de relations sur la page? Ouais, alors c'est là où la stratégie, entre guillemets, doit se mettre en place. Le nerf de la guerre, c'est le contenu. Donc il faut mettre en place une ligne éditoriale, se dire, surtout quand on débute, je sais quel type de contenu je veux publier. Nous, notre ligne éditoriale chez Monsieur Lucien, c'est tous les conseils et astuces qui peuvent aider les commerçants, les startups, les TPE, les indépendants à améliorer leur communication sur Internet. Ça, voilà. Et donc, 2 fois par jour, pas 2 fois par jour, une fois tous les 2 jours, on va aller publier du contenu sur LinkedIn, un tuto, une astuce, une vidéo, etc. Donc ça, on a de la régularité. Puis dès qu'on publie quelque chose, on sait que les 3 personnes, on est chez Monsieur Lucien, on va partager ce contenu sur nos profils. Donc on va toucher notre réseau. Et on sait qu'en faisant ça, il y en a au fur et à mesure qui viennent s'abonner à la page LinkedIn. On sait aussi, sur notre site internet, on a mis qu'on avait une page aussi sur LinkedIn. Donc des personnes viennent s'abonner à notre page LinkedIn. Dans nos newsletters, on a annoncé qu'on lançait une page et régulièrement, on va aller, enfin régulièrement, 2 fois par an, on va dire n'oubliez pas de vous abonner à la page LinkedIn. Donc là aussi, ça génère du trafic. Donc l'idée, c'est d'avoir une régularité et surtout du contenu qui est pertinent par rapport à votre secteur d'activité. C'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a quelques mois, quelques années, c'était vraiment la régularité, c'est-à-dire qu'il faut publier régulièrement pour être visible. Aujourd'hui, les algorithmes changent des réseaux sociaux et c'est vraiment le contenu, c'est-à-dire ce qui va intéresser les gens. Alors LinkedIn, il est assez basique, hein, comme tout réseau social. Il va se dire comment je sais que ça intéresse les gens? Si les gens cliquent dessus, si les gens commentent, si les gens partagent. Et parfois, vous allez avoir plus de clics sur une photo de chat que sur un article de fond pour lequel vous avez mis 1 heure ou 3 jours à rédiger. Ça, c'est sûr. C'est du vécu, c'est du quotidien. Donc, c'est toujours un peu biaisé. Mais quand on est sur LinkedIn, on est vraiment dans un contexte professionnel. Donc, les gens qui sont là pour avoir du contenu pro. Donc, à partir du moment où vous avez vraiment du contenu intéressant qui change de ce qu'on peut voir chez les autres, vous allez générer du trafic sur votre page LinkedIn. Et quand on est sur son profil, on peut créer une page sur sa propre entreprise? Bien sûr, quand vous êtes sur votre profil, je me reconnecte ici, vous avez dans vos onglets produits ici un onglet qui s'appelle créer une page entreprise. Vous cliquez, vous donnez un nom d'entreprise, une petite description, une petite photo, votre page est créée. Faites attention, créer une page sur LinkedIn, c'est assez compliqué à supprimer. Il faut faire une demande à LinkedIn, ça ne se fait pas automatiquement en 3 clics, supprimer. Ça prend plus de temps que ça. Il faut faire la demande à LinkedIn, il faut attendre au moins 14 jours avant que LinkedIn traite votre demande. Il y a un délai. Donc si vous voulez juste pour tester, posez-vous peut-être juste un peu la question avant. Il faut être en premium? Non, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Oui. On peut choisir la langue pour la page. Oui, bien sûr. Quand vous créez votre page, vous pouvez choisir la langue de votre page. Et donc, après, c'est à vous de remplir tout le reste. Mais la langue par défaut s'affichera sur LinkedIn, sachant que normalement, les intitulés, typiquement la description ou résumé de l'entreprise, s'adaptent en fonction de l'utilisateur quand il arrive sur la page LinkedIn. Oui, madame. Comment on fait pour supprimer des indésirables, on va dire, qui s'inscrivent comme étant salariés de l'entreprise alors qu'ils ne le sont pas? Alors ça, c'est compliqué. Des personnes qui se mettent comme salariés, il faut écrire à LinkedIn. C'est-à-dire que moi, demain, je peux très bien me mettre PDG Adidas. Hein, ça ne pose pas de soucis. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est signer le comportement à LinkedIn. Quand vous êtes dans, si vous tapez sur Google Aide LinkedIn, ils vont vous donner pas mal de questions et ou une adresse email à laquelle vous allez pouvoir envoyer votre demande en disant j'ai identifié ce profil, il ne fait pas partie de l'entreprise. LinkedIn va revenir vers vous, ça prend du temps par contre, hein, ça se fait pas dans l'instantané, et il va vous demander pourquoi, vous êtes sûr, il va vous demander aussi de justifier que vous êtes bien dans l'entreprise, et ensuite il va entamer des démarches pour contacter la personne. On peut aussi signaler le profil de la personne, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est pas forcément intentionnel non plus, mais... Oui, parfois il y a des erreurs. Ouais. Moi j'ai 3 personnes qui disent qu'ils travaillent chez moi et ils ne travaillent pas chez moi. Ouais. Un en Serbie et 2 au Mexique. Non, ils travaillent pas chez vous. Oui, on peut les contacter pour leur dire, ça c'est souvent la première chose. Alors, voilà, si c'est
adresse. Oui, oui, bien sûr. C'est la première chose à faire. Je suis pas en contact avec eux. Ils suivent ma page. C'est pas des contacts perso. Enfin, perso. C'est pas des contacts de profil. Pour terminer du coup ce petit atelier, ce qui est très important aussi sur LinkedIn comme sur n'importe quel autre réseau social, c'est de bien faire le parallèle entre ce qui est virtuel et ce qui est terrain. C'est très bien d'être actif sur LinkedIn, mais il faut aussi être sur le terrain. Ça veut dire, je suis sur LinkedIn, retrouvez-moi telle journée à telle formation, retrouvez-moi à tel salon, d'accord ? Je fais la passerelle vers le terrain et quand je suis sur le terrain, je relais aussi vers le digital. Sur mes cartes de visite, dans mes signatures de mail, là voilà, je vais vous le dire, mais n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Donc ça, c'est des pratiques qu'il faut avoir parce que les deux sont complémentaires. Si on reste isolé sur le web, ça ne va pas fonctionner. Si vous êtes isolé sur le terrain, ça ne va pas fonctionner non plus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant. Merci à vous.